J'aime passer du temps dans la nature et observer les différentes formes de vie qui s'y trouvent. Les oiseaux, par exemple, me fascinent par leur extraordinaire faculté à voler. J'aime aussi les fourmis, incroyablement organisées et capables de réaliser des exploits ensemble. Les abeilles, tous les insectes qui transportent le pollen et permettent aux plantes de se reproduire. Et puis, parmi tous ces animaux étonnants, il y a un groupe fascinant par son développement et ses capacités hors du commun. Je veux parler des papillons. Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Heureux de vous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à la nature. Pour parler donc des papillons, je reçois Michel Dupuis, qui est membre de l'équipe Harmonie Sciences et Foi, qui est aussi professeur de sciences, professeur de biologie, de physique et de chimie. Michel Dupuis, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pareillement. Et alors, on va parler, on a déjà parlé ensemble, je me souviens, dans quelques émissions, des oiseaux. Aujourd'hui, un autre animal volant, le papillon. Et le papillon, c'est quand même un animal tout à fait à part, tout à fait particulier dans le monde animal. Oui. Premièrement, la métamorphose du papillon est une vraie merveille de la nature. Il existe 20 000 espèces de papillons sur la planète, toutes reliées selon leur forme, la couleur de leurs ailes. C'est un insecte qui pèse moins de 30 grammes. Il fait partie de la famille des lépidoptères et on a 4 stades du papillon. On a l'œuf, on a la larve ou la chenille, la nymphe ou la chrysalide et l'âge adulte du papillon. Ce qui en fait quelque chose de tout à fait unique dans le monde animal. Oui, effectivement. Et vous savez que, il y a 3500 ans, les peintres égyptiens avaient déjà étudié leur anatomie. Ils en faisaient même leur emblème. Chez les Grecs, ça symbolisait l'âme et chez les Aztèques et les Mayas, ça symbolisait la vie et la mort. Lorsqu'on parle de l'œuf, tout commence avec un œuf. Tout commence avec un œuf. L'œuf a la grosseur à peu près d'une tête d'épingle qui va jusqu'à l'ongle d'un enfant. Et il y a une substance adhésive qui permet à l'œuf de se fixer sur la plante, et ça, c'est sécrété par le papillon. Il y a même une cire qui recouvre cet œuf et qui le rend moite et durable. La femelle du papillon va reconnaître la plante pour déposer ses œufs. Parce que de déposer l'œuf à un endroit très précis, absolument, sur un type de plante très précis. Et cette plante-là, on appelle ça la plante hôte. La femelle va reconnaître ça à 2 km de distance. Et lorsqu'elle va déposer ses œufs, elle sait d'avance comment reconnaître cette plante-là parce que c'est inclus à l'intérieur de ses gènes. Et elle va gratter avec ses pattes. Elle va lacérer, battre les feuilles avec ses pattes et elle va goûter aussi avec ses pattes. Elle va aussi goûter avec sa trompe les égratignures de la plante et aussi avec son antenne, elle va savoir si c'est la bonne plante. Elle va détecter cette bonne plante-là parce que le papillon ne peut pas faire d'erreur. Sinon, la chenille qui va en résulter va mourir. Donc alors, l'œuf est déposé et il y a un processus de croissance qui va amener vers la chenille. Voilà. Donc, au départ, tout commence par un œuf. Donc, l'éclosion va se faire au bout d'une semaine. Et la chenille qui va en résulter possède des mâchoires puissantes et tout un tube digestif au long de son corps. Elle va mâchonner, déchirer la feuille parce que lorsque il y a éclosion, elle va se nourrir de cette plante haute. Grandir, bien sûr. Et voilà. Et à ce moment-là, même la chenille, elle va consommer, en fait, son propre poids quotidiennement. Et elle peut augmenter sa taille jusqu'à 3000 fois. Imaginez un bébé de 4 kg, OK? 3000 fois en l'espace de 2 semaines pour la chenille. 3000 fois 4 kg pour le bébé, ça fait 12 000 kg. Ça fait tout un bébé, OK? La chenille, elle va
En fait, la croissance de la chenille va être assurée par une série de transitions qu'on appelle des mus. Donc, la chenille, elle possède environ 4 ou 5 mus. Et à l'intérieur de la chenille, on a différents types de cellules. On a des cellules larvaires qui sont responsables du fonctionnement de son corps. On a des cellules imaginales qui vont être responsables à l'âge adulte seulement pour le papillon. Et on a aussi plus tard des disques imaginaux qui vont être responsables, c'est-à-dire qui vont permettre la formation des ailes et aussi qui vont être responsables des structures sensorielles comme les pattes et les antennes. Quand on voit la chenille, on pourrait se dire, ben voilà, ça c'est l'animal adulte, et pourtant, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Non, et effectivement. Donc, la chenille doit se transformer en un autre stade qui est, évidemment, la nymphe ou la chrysalide. Et à sa dernière mue, en fait, de la chenille, c'est là qu'elle se transforme en chrysalide. Donc, elle va permettre de fixer son corps avec ses pattes et aussi avec certains appendices. Et elle va se suspendre là pendant environ un jour, en général en forme d'un J. Et il y a des tas de réactions chimiques qui vont se produire à l'intérieur du corps de la chenille. Elle va changer de couleur et à ce moment-là, il y a plein de structures qui vont disparaître. Comme se désintégrer? Bien, en fait, la chenille comme telle, partiellement, elle va être détruite. On va garder seulement certaines cellules, qui sont évidemment les cellules imaginales, mais tout ce qui était de la chenille, on ne le retrouve plus chez le papillon. Par exemple, si on prend sa trompe, qu'on appelle le proboscis, pour goûter le nectar, les pattes articulées, les ailes, on ne retrouve pas ça chez la chenille. Alors, ça doit être complètement détruit. Les cellules larvaires doivent être complètement détruites, ces tissus complètement détruits pour former de nouvelles structures. Alors, tout ça, en fait, s'est transformé en une sorte de soupe moléculaire sur laquelle des cellules adultes vont se développer. Et les cellules imaginales vont se différencier et se spécialiser dans des structures plus complexes. Donc là, dans la chrysalide, il y a tout un tas de réactions et de constructions qui vont amener finalement au papillon, tel qu'on le connaît. Et voilà. Donc, à la naissance du papillon, on peut voir à l'intérieur de la chrysalide les ailes commencer à se former, les yeux, les pattes articulées. Donc, à la naissance du papillon, par exemple, les ailes sont molles et flexibles. Le papillon doit pomper du liquide grâce à ses muscles abdominaux à l'intérieur des veines, des ailes, pour leur donner leur forme et la texture qu'on connaît des ailes de papillon et pour que ça soit utile. Par exemple, son proboscis, qui est l'espèce de langue qui va chercher le nectar. Alors, il y a des muscles dans la tête qui vont pomper ce nectar-là. Les yeux à facettes du papillon qui renferment un paquet de cellules nerveuses, plein de photorécepteurs qui ont la forme hexagonale et qui vont permettre d'élargir le champ de vision à 180 degrés de largeur. Et en passant, ils ont un système de vision beaucoup plus complexe que le nôtre. Ils peuvent voir en 4 couleurs en passant des ultraviolets aux infrarouges, donc des longueurs différentes au niveau de la lumière. Les pattes articulées, on a des organes aux extrémités, qui sont des écailles, en fait, qui vont permettre de goûter, de détecter les arômes des plantes. Les antennes qui sont responsables de leur équilibre en plein vol et aussi qui vont permettre de détecter des odeurs des plantes à 2 km de distance. Alors, un paquet de structures à l'intérieur, puis en passant, les ailes des papillons, ça contient des écailles microscopiques, puis il y a juste un peu comme des tuiles sur un toit. En fait, c'est comparable à des panneaux solaires qui vont capter la lumière du soleil pour réchauffer les muscles de ce papillon, qui est un insecte à sang froid, et aussi qui sont responsables de l'aérodynamisme. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a vraiment une série de transformations qui sont extraordinaires. Et on voit déjà là que c'est quasiment impossible s'il n'y a pas une planification derrière. Effectivement. Donc, lorsqu'on passe à toutes ces structures-là, on voit que ce sont de nouvelles structures métamorphiques qui prennent naissance. Alors, autrement dit, on doit changer de forme et de vitesse. Donc, si on prend, par exemple,
On va partir au début du 19e siècle. Alors, au début du 19e siècle, le cycle de vie d'un papillon s'en remet seulement à des causes purement naturelles sans but. L'explication qu'on en donne, Voilà. c'est celle de la théorie de l'évolution Voilà. matérialiste. Donc, cette opinion-là, qui a été publiée par Charles Darwin sur la variation aléatoire et la sélection naturelle, est acceptée aujourd'hui comme le fondement de la biologie moderne. Mais est-ce que cette hypothèse peut expliquer la métamorphose du papillon? La sélection naturelle serait responsable de ça. Mais la sélection naturelle, selon l'évolution, elle est basée sur des mutations génétiques. Or, les mutations génétiques sont la matière première de l'évolution. Et sont des mutations aveugles. Et voilà. Et une mutation, en fait, c'est une erreur. Hein? C'est une erreur, une anomalie, une modification au niveau du code génétique de l'ADN du papillon. Et selon l'évolution, toutes ces transformations par la sélection naturelle sur une période de temps seraient à l'origine de la vie sur Terre. Mais les mutations sont des erreurs. Toutes les mutations qu'on connaît aujourd'hui sont toutes des erreurs. La plupart des mutations est une erreur. Donc, ces mutations-là, lorsqu'on parle d'anomalie ou d'erreur, rien n'est prévu à l'avance dans les mutations. Il n'y a aucune raison pour un organisme de pouvoir se transformer en quelque chose. D'autant plus que dans le cas précis, il faut que l'organisme quasiment se dissolve, dans le cas de la chenille, pour se reformer et devenir quelqu'un d'autre. Oui, et effectivement. Et dans le cas des mutations, il n'y a aucune vision de ce qu'un organisme pourrait avoir besoin à long terme. Par exemple, si on prend la chrysalide, lorsqu'on transforme une chenille en papillon, bien, ça cause un problème pour l'évolution. On pourrait comparer ça à un modèle T d'une vieille voiture Ford qui roule très lentement. Il faudrait que cette voiture-là arrête subitement et qu'elle construise son propre garage par-dessus et que toutes les pièces se fondent et à un moment donné se transforment, un recyclage de toutes les pièces de l'automobile pour donner naissance, par exemple, à un autre véhicule, c'est-à-dire un autre véhicule émergerait de ça qui serait un hélicoptère, beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Alors, l'analogie peut être très fantaisiste, mais ce qui se passe dans une chrysalide, c'est beaucoup plus complexe. C'est encore plus compliqué que ça. Oui. Et en plus, la sélection naturelle, une des conditions de la sélection naturelle, c'est la procréation. Et donc, l'organisme doit faire des copies d'eux-mêmes, de transmettre des gènes, mais ça cause un problème au niveau de la chrysalide, encore une fois, pour transformer une chenille en papillon, parce que si on regarde la chrysalide, c'est un vrai cercueil. Donc, transformer son propre corps en une soupe moléculaire serait du suicide. Du point de vue de l'évolution, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que la chenille, si elle ne se transforme pas en un papillon, elle ne sert à rien. C'est complètement inutile, parce que la chenille ne peut pas se reproduire. Et en l'absence de progéniture pour l'évolution, on est dans une impasse. En plus, bien, la chenille, si elle se transforme en chrysalide, il faut qu'elle ait un plan pour s'en sortir. Donc, la sélection naturelle, en fait, la chrysalide ne peut pas la chenille ne peut pas se transformer en chrysalide si elle n'a pas de plan pour s'en sortir. S'il n'y a pas de plan derrière. Et voilà. Si on ne sait pas déjà que la chrysalide va devenir un papillon. Et voilà. Et la sélection naturelle n'agit pas comme ça. Elle ne peut pas prévoir d'avance ce qu'un organisme aurait besoin dans 1 mois ou 1000 ans. La sélection naturelle ne peut pas aboutir à une destruction de cellules. En passant, le manque de prévoyance n'est pas le seul problème relié à l'évolution. Selon l'évolution, on ne peut pas transformer un organisme en peu de temps avec toutes ces modifications que ça impose. Donc, un paquet de transformations en peu de temps, ça n'existe pas chez l'évolution. Alors, pour l'évolution, il y a de petites transformations graduelles sur une longue période de temps. Encore une fois, ça mène à une impasse concernant la métamorphose du papillon. Parce que pour
euh, pour construire, dans le fond, un papillon, on a besoin d'une cause. Une cause qui envisage un objectif à long terme. Et ça suppose aussi d'avoir, de régler tout ça en même temps, là. Ça veut dire que, en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a forcément, à l'évidence, il y a un concepteur, il y a une conception derrière le papillon. Tout ça correspond à un plan, à un projet, Et voilà. et non pas à des forces aveugles. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour transformer un papillon à l'âge adulte, ben seul un concepteur intelligent peut envisager un objectif à long terme et expliquer la métamorphose du papillon. Mais ça prend aussi une cause pour transformer un organisme minimal, basal, à un organisme à un niveau supérieur. Par exemple, les gènes et les protéines qu'on retrouve chez la chenille peuvent être réutilisés chez le papillon. Recyclés. Et peuvent être recyclés. Donc, c'est quand même assez extraordinaire que deux organismes habilement conçus partagent le même génome. Ça prend aussi une cause pour expliquer la beauté du papillon. C'est vrai que c'est fantastique. Et voilà. Est-ce que ça se pourrait que la beauté d'un papillon ne soit pas là seulement pour la reproduction et sa survie? Est-ce que ça se pourrait aussi qu'elle soit là pour notre propre plaisir ça fasse partie de la joie de la création. Et voilà. Et il ne faut pas oublier que la beauté n'a rien à voir dans l'évolution. Alors, une conception intelligente pour expliquer la métamorphose d'un papillon, c'est la seule explication valable. C'est la seule explication possible et c'est beaucoup plus grandiose qu'un processus aveugle et sans but. Et d'autant plus qu'on pourrait parler très longtemps du papillon, mais par exemple, si on pense au papillon monarque, il y a une espèce de miracle aussi là, dans cette migration et cette reproduction du papillon. La migration du papillon monarque, premièrement, c'est la plus longue migration pour les insectes. C'est un voyage de 4 000 à 5 000 km à partir de l'est des montagnes Rocheuses au Canada pour se rendre jusqu'au Mexique. On a 300 millions d'individus qui vont faire cette migration-là. Le cycle de vie du papillon monarque dépend d'une plante qu'on appelle l'asclépiade. Donc, la femelle va déposer ses œufs sur cette plante-là et c'est seulement cette plante-là qui l'intéresse. Mais malheureusement, cette plante-là produit des substances toxiques, des substances chimiques toxiques qui peuvent être mortelles pour certains animaux ou causer des maladies graves. Mais dans le cas de la chenille qui va manger cette plante, à la sortie de l'éclosion de l'œuf, ça n'a aucun effet sur elle. Elle va entreposer ces substances chimiques, qu'on appelle des glycosides en passant, et elle va emmagasiner ça dans sa couche externe de sa peau. Et lorsque le papillon va naître, les motifs du papillon et les couleurs peuvent attirer des prédateurs. Et à ce moment-là, bien, ça va être un goût très désagréable pour eux. Alors, lorsque l'asclépiade, lorsque la température va descendre, en fait, l'asclépiade va se transformer en semence. Et comme le papillon monarque, il ne survit pas au froid. Et à ce moment-là, donc... Il faut qu'il parte vers le sud. Voilà. Et la reproduction du papillon monarque va s'arrêter. Ça veut dire que la femelle ne pondra plus d'œufs et le mâle ne pourra plus produire de sperme. Et à ce moment-là, la migration à la fin septembre va commencer. Donc, un voyage, en fait, de 4 800 km en raison de 80 km par jour. Il y a même, au niveau de ces antennes, des petits organes qui vont l'orienter selon la position du Soleil et ils vont arriver à une chaîne transvolcanique au centre du Mexique. Et c'est une chaîne transvolcanique où il y a un gisement de métaux lourds comme de l'or, du cuivre, du fer, du cadmium. Et puis là j'ai vu les images, ils sont agglutinés les uns contre les autres. Oui. Mais avant d'arriver là, c'est ça. Donc, cette chaîne de montagnes-là va permettre la navigation du papillon monarque, va orienter la navigation du papillon monarque. Et à la base du papillon, il y a des petites particules magnétiques qui vont produire un champ magnétique à l'approche de cette chaîne de montagnes. Et à ce moment-là, comme vous avez dit tantôt, ce champ magnétique va les diriger, dans le fond, vers une forêt tropicale et ils vont être tous agglutinés sur un arbre, des milliers,
qui vont se blottir les uns contre les autres Pour passer l'hiver. pour passer l'hiver et aussi pour se protéger des intempéries. Donc, le climat est suffisamment chaud pour ne pas qu'il gèle et suffisamment frais pour économiser leurs dépenses d'énergie. Et à la sortie au printemps, ils vont se reproduire, chercher du nectar et de l'eau et ils vont pondre leurs œufs sur l'asclépiade. Donc, ça va correspondre en même temps à la floraison de l'asclépiade aux États-Unis. Et à ce moment-là, plusieurs générations vont se succéder. Donc, Et ils vont donc retourner faire le voyage dans l'autre sens. oui, donc cette génération, bien, il y a plusieurs générations. La génération plus courte de 2 à 4 semaines et la génération plus longue qui va durer 9 mois à la fin de l'été, alors que la génération courte, c'est au printemps, au début de l'été. Et à ce moment-là, donc, la génération qui est la plus longue, qu'on appelle Mathusalem, parce que c'est elle qui va entamer la migration pour la première fois. En passant, tout ça est inclus dans ses gènes. Il n'y a personne qui les guide avant. Et à ce moment-là, donc, le développement, la migration, dans le fond, à partir du Texas aux États-Unis jusqu'au Canada, va suivre le développement de l'asclépiade. Et rendu au Canada à la fin du mois d'août, la génération Mathusalem va refaire la migration et le cycle va recommencer. Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est qu'ils vont faire la migration pour la première fois. Et tout ça est inclus, évidemment, encore une fois, dans leur gène. Et ce qui, moi, m'impressionne aussi, c'est que en fait, il y a des générations de papillons dont la durée de vie est combien? 2, 3, 4 semaines? 2 à 4 2 à semaines 4 environ. semaines. Et puis, d'un seul coup, comme si ça avait été programmé, Effectivement. voilà une génération qui, elle, va vivre combien? 9 mois? 9 mois. Et à la fin, dans le fond, au mois d'août, cette génération-là va apparaître. Et c'est cette génération-là qui va entamer la migration Qui fait et la non pas migration. les autres générations avant. Alors, ça veut dire que le papillon qui arrive dans cette forêt-là pour la première fois, ce sont ses grands-parents qui étaient là avant, puisque les générations de 2 à 4 semaines se sont succédées avant d'avoir cette génération qui dure 9 mois. Et on pense qu'il y a une séquence de 6 gènes au niveau scientifique qui ferait la différence entre cette génération de 9 mois et la génération de 2 à 4 semaines qui est plus courte. Donc là encore, on voit la marque d'un On concepteur. voit la marque d'un concepteur intelligent en arrière de tout ça. La sélection naturelle ne peut pas expliquer ça. Et comme on a dit tantôt, il y a eu tellement de transformations à l'intérieur du papillon. La sélection naturelle ne peut pas expliquer toutes ces transformations-là en peu de temps. Ce qui nous amène à reconnaître la présence d'un Dieu créateur infiniment intelligent qui a créé tout cela. Effectivement. Merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé avec nous Merci à vous. ces informations. On aura certainement l'occasion de se retrouver. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. France, tu as entre les mains un DVD qui permet de prolonger notre découverte des papillons. Ah oui, ça nous permet de passer une belle soirée cinéma. C'est un beau, beau DVD documentaire sur les papillons. Ça s'appelle simplement Métamorphose. C'est Illustra Media qui l'ont fait. Ah, écoutez, les images, la qualité, bon, on voit bien sûr les images des papillons, beaucoup d'images par ordinateur. On voit même à l'intérieur de la chrysolide, avec une résonance magnétique, la transformation de la chenille au papillon. Il y a énormément de choses et honnêtement, ça nous tient en haleine pendant 1 heure, 2 minutes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Ça nous fascine. Je trouve ça vraiment, là, ceux qui doutent qu'un Dieu existe, il faut voir ça. Un plaidoyer visuel en faveur du Créateur. Absolument. Donc, c'est un DVD qu'on offre et qu'on recommande fortement. On l'offre à 15 $ plus les frais de poste, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut largement l'investissement de 15 $. Oui. Moi, je l'ai vu, je vais le regarder encore. Très bien, super.
Oui. Donc, on propose ça à nos auditeurs et Mhm. on va rappeler tout à l'heure comment nous joindre. C'est bien. Merci, France. Et puis, Sylvain, toi, tu as une question d'auditeur, une question intéressante Oui. d'un couple Question, d'auditeurs, je crois, aujourd'hui. questions, elles sont toutes importantes, mais celle-là est particulière. Ouais. On dit comment accepter le pardon de Dieu, comment se pardonner à soi-même, finalement, et ne plus être prisonnier d'une mauvaise culpabilité par Roland et France. Donc, Mhm. je répète encore une fois, comment se pardonner à soi-même, ne plus être prisonnier d'une mauvaise culpabilité. Mhm. C'est une excellente question. On a Ouais. tous à un moment ou à un autre à lutter avec ça dans nos vies. Mm. Euh, c'est intéressant parce que cette question fait écho à une expérience que je viens de vivre avec quelqu'un que j'accompagne au niveau spirituel et qui justement avait un gros combat par rapport à ça. Mhm. Quelqu'un qui avait vécu des choses, qui n'avait pas à se pardonner. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est en découvrant le pardon de Dieu, je pense qu'on peut vraiment se pardonner à soi-même. Parce que est-ce qu'on peut vraiment se pardonner à soi? Pas vraiment. Il faut qu'on reçoive le pardon. Oui, c'est ça. C'est un cadeau, le Ça, pardon. il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, Il faut que Dieu nous aide. Puis en même temps, même sur le plan de vue intellectuel, je pense qu'on pourrait pratiquement lire des livres sur le pardon, mais pas encore Être Pour capable. faire l'accueillir, l'expérience. pas encore l'accueillir. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc, je pense que moi, ce qui me tue plus Mhm. dans cette dimension-là, c'est l'expérience de l'amour de Dieu. Mhm. Voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement profond Ouais. que finalement, lorsqu'on est saisi par son amour, on comprend qu'il nous pardonne. Puis en plus, quand on commence à expérimenter l'expérience du pardon, on comprend encore plus la dimension de son amour. Ouais. Puis là, on se dit, hey, ça nous pousse finalement à l'aimer davantage encore. Mhm. Donc, il faut... C'est ce que vous dites, ce qu'on essaie de dire probablement ensemble, c'est que c'est pas en cherchant à se pardonner qu'on va arriver à se pardonner. Non? Non. Mais c'est On n'est pas capable tout seul. en cherchant à connaître Dieu, à comprendre son Ouais. caractère, à comprendre ce que le Christ a fait pour nous. Voilà. À ce moment-là, Oui. comme un don, comme un cadeau, Mhm. le pardon va être Ouais. reçu Ouais. et on va pouvoir se pardonner à soi-même. Je pense juste à ce texte que je partage avec vous et que vous connaissez bien, hein, où il est dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et à propos de Jésus, un petit peu plus loin dans le même passage, il dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ouais. Je crois qu'on peut dire à nos amis, regardez à Jésus, Voilà. c'est là que se trouve votre assurance de pardon. Merci Sylvain d'avoir partagé cette excellente question avec nous. Plaisir. Et si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien voici comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à vous rappeler que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur notre site internet, ilestécrit.tv, et à vous donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».